Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de passer votre vie à vous adapter aux autres, comme si prendre votre place était plus difficile qu'il ne devrait l'être? Bienvenue dans Dialogue intérieur. Histoire vraie, chemin intérieur. Dans cette saison, chaque histoire se découvre en 2 temps. Un épisode décryptage pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur, puis un épisode témoignage pour entendre le parcours de celles et ceux qui l'ont vécu. Je m'appelle Elke Soufflier. Je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family Systems, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier témoignage de cette saison. Et pour la clôturer, j'ai choisi de vous présenter l'histoire de Cécile. Une histoire qui parle de place, d'adaptation et de ce long chemin qui permet parfois de devenir davantage soi-même. Je vous laisse maintenant découvrir son témoignage. Bienvenue Cécile, aujourd'hui. Avant de commencer, peux-tu te présenter un petit peu qui tu es aujourd'hui? Oui, je m'appelle Cécile Triolet, j'ai 62 ans. J'ai eu plusieurs activités professionnelles. Actuellement, je me positionne plutôt comme euh, alors euh, praticienne shiatsu, mais aussi je développe une écoute et je suis étudiante dans la méthode de Lise Bourbeau sur les méthodes de développement personnel pour aller à la rencontre des différentes parts de nous qui sont encore un petit peu quelquefois inconnues de nous-mêmes, de manière à pouvoir, avant les autres, me connaître moi-même, hein, avec cette formation. Et puis, petit à petit, dans ma possibilité, dans mon champ, accueillir aussi des personnes pour les accompagner. Donc, c'est un peu différent de l'IFS, mais il y a des choses proches. Tu as fait un chemin de vie et j'entends aussi que tu n'es pas née comme ça. Tu as fait ton chemin et tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Et est-ce que tu peux m'en parler de la personne que tu étais avant? Oui, je suis une petite fille assez joyeuse dans un contexte familial, je dirais, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de blessures, de non-dits, secrets de famille. Et, euh, et à plusieurs reprises dans ma vie, ma joie de vivre s'éteint petit à petit euh, au cours d'expériences successives. Et puis, je suis aussi en face d'une mère qui a sans doute rencontré énormément de traumatismes sans en être conscience et puis sans vouloir de toute façon se pencher dessus. Mais ça me pose des problèmes parce que je suis sa deuxième fille et dans mon rôle de petite fille, je veux plaire à ma maman et donc ça me met des fois, enfin, ça me met toujours dans la négation de moi-même pour pouvoir répondre à ses besoins à elle Mmh. avant les miens. Ah oui, c'est pas évident de vivre ça en tant que petite fille, hein. Donc j'entends aussi que ça a eu des conséquences dans ta vie? Énormément de conséquences, puisque quand on est formé comme ça à chercher sans savoir quel est le besoin de l'autre et à céder sa place pour, euh, pour, euh, pour l'autre, et ben oui, bien sûr, j'ai eu énormément de problèmes dans la société, au niveau
des relations, que j'ai pu entretenir dans l'intimité, mais aussi professionnelles, familiales évidemment, puis la relation à moi-même et donc oui, ça impacte mon développement personnel sur, sur pratiquement tous les plans, heu, que ce soit, l'amour de soi, la reconnaissance de soi, l'envie de de réussir quelque chose et il faut pas réussir avec une mère comme ça parce qu'elle est jalouse et enfin, je veux dire, ça m'a énormément impactée et puis dans ma connexion à mon propre corps, c'est aussi très compliqué. C'est une mère qui critique énormément, qui a des idées très, très arrêtées, des croyances limitantes bien affirmées, bien trempées, qu'elle, qu'elle inculque obstinément, avec orgueil et autorité et bah, ça laisse pas beaucoup de place Mmh. en fait pour exister. Ah oui, ça laisse pas beaucoup de place, hein. Et dans toutes ces difficultés que tu les as ressenties très rapidement, très tôt dans ta vie, de jeune femme, de jeune fille, jeune femme, tu as très tôt rencontré ces problèmes-là? Est-ce que tu étais conscient de ces problèmes ou tu en faisais avec? Je les ai découverts petit à petit, mais surtout quand j'ai commencé vers 30 ans à aller voir un psychanalyste, mais dès l'enfance, je mûrissais énormément de colère, sans savoir contre qui, ni pourquoi, ni comment. Heu, donc Mmh. j'étais tout le temps en colère, après tout le monde. Adolescente, bien évidemment, j'étais rebelle, je faisais le mur du lycée, j'allais boire de l'alcool, je fumais des joints, enfin, j'étais rebelle et j'habitais en banlieue donc ça fa enfin, bon, je dis pas que la banlieue, ça facilite par rapport à la ville. Je pense qu'en ville, on peut vivre les mêmes choses, mais bon, on avait des jardins. Ouais et puis, ben, femme, c'est compliqué d'être une femme, bien que j'ai 2 fils, mais il y avait quand même il y a et je pense que ça existe encore. C'est pas encore quelque chose que j'ai complètement exploré puisque pour l'instant, je suis tranquille, je suis célibataire. Mais, oui, mon intimité, ça c'est encore un domaine que je dois encore aller chercher parce que il est encore inconnu alors que j'ai fait des enfants, que j'ai eu des amants, mais aujourd'hui, je sais que c'est encore une partie de moi qui reste, obscure, trop trop douloureuse. Il y a encore des Mmh. domaines. Tu avais quel âge quand tu les as eus, des enfants et tu avais quel âge quand tu es devenue mère? Alors le premier enfant alors la première grossesse que j'ai eue, ma mère s'en est aperçue directement et elle m'a fait un chantage, donc j'ai dû avorter, je devais avoir, 21 ou 22 ans. Je sortais d'une dépression nerveuse où j'avais été hospitalisée et hem et donc elle m'a fait ce chantage en me disant qu'elle me coupait les vivres si je gardais l'enfant et je me suis donc, je suis donc allée pour me faire avorter et je voulais me punir parce que je voulais pas avorter. Donc j'ai avorté, sous, anesthésie locale et et en fait, c'était extrêmement difficile. J'ai eu beaucoup de mal à en parler pendant des années, mais ils ont aspiré le premier bébé et ils ont voulu arrêter. Je leur ai dit: «Non, il y a un deuxième bébé» et là, ils m'ont traitée de salope, de que j'aimais ça et tout et qu'on pouvait pas savoir à ce stade-là de grossesse et effectivement, ils ont continué, en étant violents et désagréables. Ils ont vu qu'il y avait un deuxième bébé qui était venu et voilà, ça a été, vraiment, très, très dur, très, très dur à vivre et ensuite, j'ai eu un fils, mon premier fils, j'avais 27 ans et mon deuxième 42. Ah! Mmh. Et est-ce que
Et tu m'as dit, c'est très fort ce que tu dis, hein, vraiment, et merci beaucoup de poser ça avec nous, Cécile, parce que les auditeurs qui vont nous écouter, t'écouter toi, peut-être il y a des personnes hein, qui vont se sentir aussi activées, en lien, parce que peut-être c'est ce qu'ils vivent actuellement. Malheureusement, évidemment que ça peut exister encore, ce genre de choses. Malheureusement, oui. Malheureusement, ouais, c'est sûr. Et donc, à 21 ans, 21 ans, hein, 22 ans, c'est ça? Oui, 21 ou 22, je sortais de l'hôpital psychiatrique. Ouais. J'ai pas exactement les dates. Oui, aussi. Est-ce que tu as eu un suivi psy à partir de là? Parce que tu m'as dit que tu as fait une psychanalyse à 30 ans, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as été prise en charge? Non, avant ça, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma meilleure amie. Et déjà là, j'ai pas eu du tout d'espace de parole. Il a fallu que je surmonte toute seule. Et au moment de la dépression, donc avant qu'il y ait l'avortement, j'avais dit à mon père, il est venu, ils se sont séparés, mais il venait quand même déjeuner le week-end. Et j'avais dit devant mon père, j'ai besoin de voir un psy, je me sens vraiment pas bien. Et là, il avait ri vraiment fort en disant, ma fille, tu n'as pas besoin de ça. Et 3 jours plus tard, j'étais internée en hôpital psy. Non, pas de soutien psy. Ça se faisait pas dans la culture de mes parents, un stit pédagogue bien. Ah oui, Oui, des personnes bien installées dans les pédagogies modernes et maîtres d'application, c'est-à-dire maîtres enseignants pour les futurs enseignants, directeurs d'école, oui. ah oui. Mais donc, d'Alto, ils n'ont pas entendu parler. Ben, s'ils ont entendu parler de Dolto, ça pouvait être intellectuel, mais certainement pas ressenti. Ah, mhm. Tu vois? Je veux dire, les personnes souffrantes, enfin, je parle de mes parents, les personnes traumatisées peuvent aussi longtemps, mais même toute leur vie en ce qui les concerne, fuir toute méthode qui pourrait les amener à faire un vrai retournement sur eux-mêmes et se connecter à leur vulnérabilité. Eh oui. Ça peut être très compliqué. Eh oui, parce que ça a des conséquences pas seulement pour eux-mêmes, bien sûr, ils, euh, ils vivent ça aussi très mal, mais avec ce déni, ça a des conséquences de l'extérieur, de relations familiales, aussi dans le métier, Relations parce qu'ils familiales, touchent quand même des enfants. oui, relations professionnelles, familiales. C'est vrai qu'à leur époque, donc moi je suis née en 63, euh, mais en 70, etc., les familles toujours catho, il y a quand même la peur du candidaton, il faut pas montrer qu'on est faible, il faut pas montrer ceci, cela. Donc oui, on peut comprendre qu'à cette époque-là, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, engageant de vouloir s'observer. D'ailleurs, dans ma famille, la plupart des gens pensent que je suis une personne très faible parce que je me remets en question, que je fais ce chemin-là par la psychogénéalogie, par l'analyse, par l'IFS et maintenant avec les méthodes de Lise Bourbeau. Oui, Mhm. Et tu es la deuxième, c'est ça? oui, je suis la deuxième et là, il y a un secret de famille qui explose quand j'ai 55 ans, donc il n'y a pas si longtemps, tu vois. Ah.
parce que je suis la fille de mon père, mais ma grande sœur n'est pas la fille de mon père. Et, euh, et quand j'apprends ça, c'est une vraie libération parce que je comprends euh, pourquoi dans cette famille de 4 personnes, il y avait tellement de distance entre les gens. Hmm. Un manque d'amour, une distance très forte, des oppositions et surtout du silence, des critiques dans le dos. Quand j'apprends ça à 55 ans, pour moi, c'est une vraie liberté. Je comprends même pourquoi je suis dyslexique, pour tout te dire. Quand j'apprends ça, Ah, je vais voir mon père et en fait, ce que je lui dis, c'est pas j'ai appris pour ma sœur, c'est je lui dis je ne fais plus de fautes d'orthographe parce que j'ai appris quelque chose qui m'a guéri. C'est c'est énorme. oh là là. Mais c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui? Bah, le pauvre, à ce moment-là, il était déjà en EHPAD depuis plusieurs années et Ah, il était enfermé, mais quand je lui ai dit ça, il a ouvert un œil, ce qu'il faisait plus que très rarement. Et il m'a fait un grand sourire et il m'a dit, je sais. hmm, hmm. Je trouve ça fort aussi, si tu veux, dans la mesure où il était complètement enfermé dans un, dans un cercueil vivant. Je sais pas. Ça va, c'est pas trop de raconter tout ça. Ouais, c'est fort, c'est vrai, mais Oui. compréhensible et beaucoup de compassion sur ce chemin-là, tu vois? Et j'en suis sûre qu'il y aura des personnes, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être quelqu'un qui va écouter dans quelques années, peut-être, je ne sais pas, hein. Même si ça a touché qu'une personne de ce témoignage, c'est que c'est déjà quelque chose, tu vois? Bah, c'est pour ça qu'on le fait, en fait. Eh oui. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire quelque chose qu'on ressent dans son cœur. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois au cours de ma vie, en fait. Il y avait une chanson d'Erita Mitsuko qui parlait d'un petit train qui partait dans la campagne. Et ben cette chanson, quand j'ai eu besoin de prendre de la force pour me sortir d'une situation de vie qui était trop douloureuse, et ben je me la chantais, le petit train s'en va dans la campagne. Et, et ça me donnait de la joie et du bonheur pour partir de là où j'étais, en fait. Donc, oui. Eh oui. Donc à 30 ans, à partir de 30 ans, tu as eu une vision différente de toi? Tu as commencé à comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette psychanalyse que tu as commencé à faire? Alors, je dirais pas. Je dirais parce que je suis arrivée en psychanalyse en disant je suis enfermée une boîte noire et, euh, et j'aimerais sortir de là. Et la psychanalyse, alors, elle, elle écoutait beaucoup et puis elle posait des questions pour mettre en rapport une chose qui avait été dite et une autre. Je me souviens que j'étais arrivée avec un rêve une fois où j'étais sur le port de Nice et je marchais avec le père de mon fils aîné et un de ses copains. Et à un moment donné, je vois une grosse baleine sortir de l'eau et elle se jetait par terre et comme pour m'écraser. Et moi, je courais et la baleine remonte sur sa queue et pof, elle se laissait tomber. Et à un moment donné, la psy me dit, ça vous fait quoi ça vous fait penser à quoi? Gros et Nice. Et je lui dis, bah, c'est papa, parce que, parce que on était originaires, enfin mes grands-parents des deux côtés habitaient Nice, mais mon père était vraiment ancré à Nice, et il est gros. Tu vois, donc on a fait tout un travail où même si on n'élaborait pas les traumas, je dirais la psychanalyse, en fait, euh, ça, ça met un petit peu.
de la lumière sur de l'obscurité, et ça peut éventuellement mettre des dates sur des situations. Mais dans les thérapies qu'on pratique maintenant, comme l'IFS, on va aller vraiment connecter avec le ressenti et on va prendre en charge. Alors qu'en psychanalyse, alors peut-être que je dis des gros mots là tout de suite, mais en psychanalyse, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu la prise en charge véritablement pour aller découvrir l'émotion, la blessure, et, et pour aller accompagner cette partie qui a été mise au sol et dévastée, et pour aller l'accompagner, l'accueillir et lui donner ce dont elle a besoin et l'aider à revenir dans le corps pour se réunifier avec la personne. Ça, on ne le fait pas en psychanalyse et ça m'a donné pendant des années, parce que ça a duré longtemps, cette histoire de psychanalyse, hein, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc ça m'a donné, si tu veux, une béquille, mais je boitais toujours. J'étais toujours sur trois pattes, hein. J'étais pas sur deux pieds. Est-ce que tu dirais que la psychanalyse peut être, qui est une thérapie très importante et très spécifique à certains profils, hein? Et est-ce que cette thérapie pourrait être un début de quelque chose? Comme tu dis, justement, ça met de la lumière pour débuter quelque chose, parce qu'en psychanalyse, ce n'est pas une thérapie qui guérit, c'est une thérapie qui fait comprendre. Hein, tu vois un peu la différence entre les 2, mais pour certains profils de personnes, il se peut que ce soit, un début d'un chemin intérieur. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est là où j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais en colère, en face de quoi je me retrouvais, mais ça ne me permettait pas d'aller explorer ma dépendance, ma recherche affective, l'amour pour moi. Ça me laissait quand même dans une réflexion, je dirais plus culpabilisante qu'autre chose, puisque ça me faisait prendre en compte que oui, les gens, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais ça ne m'apportait aucune réponse et aucun soutien, cette histoire. Tu vois, c'est pas une histoire qui te... Et puis, sans compter que la personne qui m'accompagnait, il y avait des sujets, en fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait des sujets sur lesquels elle était sourde et aveugle uniquement parce elle les avait pas explorés chez elle elle-même. Alors la thérapie peut en plus être sourde et aveugle. Si par exemple on parle d'abus sexuels dans l'enfance et que le thérapeute, lui, n'est pas allé creuser ce trauma-là, ça va passer, c'est tu vois, le consultant peut dire: C'est ce que tu as ressenti, tu t'es ouvert à cette thérapie et finalement, tu as senti à un moment donné, ce n'était pas pris en charge, c'est ça? «Ah, il y a plein de choses». Sur la sexualité, c'était impossible de parler de sexualité, de plaisir, de corps, de tout ça, c'était pas possible. La spiritualité, c'était compliqué aussi parce que moi, depuis que je suis toute petite, je suis très, très connectée spirituelle, j'aime Jésus, mais waouh, j'ai des trucs, du ressenti. J'ai énormément de ressenti. Enfant, je pouvais sentir l'effet c'est un truc de fou, boire, presser une orange ou un pamplemousse et aller le boire au soleil. Je te promets, tu sens que ta peau, elle capte le soleil d'une manière incroyable, fulgurante. Ah! À essayer. Merci, merci pour ce tuyau et dis-moi, Cécile, à quel moment il y a eu un mouvement à l'intérieur de toi?
qu'est-ce qui a fait que ce mouvement, justement, bon, on a entendu que c'est la psychanalyse qui a mis le pied à l'étrier de ton histoire, t'a fait comprendre. Et qu'est-ce que s'est passé après pour toi? Vers 40, donc j'ai mon fils, le deuxième, vers 42 ans. Et, et vers 40, ouais, 44, 45 ans, j'ai un travail. Je suis vendeuse au magasin du Printemps, boulevard Haussmann. Mais ce travail, il me donne de l'assurance et en plus, je suis dans une grande maison. Donc, symboliquement, je suis vraiment dans un truc solide qui traverse le temps. Et du coup, je m'autorise à aller prendre des cours de yoga. Et le prof de yoga, qui s'appelle Pierre, lui, il était déjà vieux. Il était chercheur au CRNS, au CNRS, sur le pancréas, et il nous parlait, il nous mettait dans des postures de yoga. Il nous faisait de la médecine ayurvédique. Il nous faisait Hmm. faire des nettoyages. Il nous mettait dans des postures de yoga en nous expliquant ce qui était en train de se passer à l'intérieur de nos organes. Et il disait souvent un truc. Il disait, à un moment donné dans la vie, il faut arrêter de donner des coups de pied dans les poubelles. Et, et Intéressant. ouais, parce que ça, c'est vraiment les premières fois où j'ai pensé, tiens, peut-être que je suis trop en colère et que je donne trop de coups de pied dans des poubelles. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes un coup de pied dans les poubelles? Il n'y a que des déchets qui sortent. Il n'y a rien d'autre. Donc Eh oui. là, ça a été les premières pensées de, tiens, je pourrais peut-être faire autrement. Et puis, quand on partait en stage, il parlait du shiatsu et j'entendais jamais. Mais j'enregistrais les cours de yoga pour les refaire chez moi. Et dans les enregistrements, j'ai fini par entendre ce mot que j'ai cherché sur Internet. Et parce que à cette époque-là, je me disais, si Pierre peut donner des cours de yoga, pourquoi est-ce que moi, je devrais être obligée d'être vendeuse alors que j'adore faire du yoga? Et, euh, et le shiatsu, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai passé 3 coups de fil à 3 écoles différentes et dans la troisième, je suis tombée sur un maître et on est resté 2 heures au téléphone. Et là, je suis rentrée dans les cours de shiatsu en cours du soir et le week-end pour me former au Tao, à la loi de la transformation, euh, à, à la distribution d'énergie. J'ai vu comment j'étais dans mon corps avec des gros, 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 gros blocages dans la peur, dans la colère, des difficultés dans la digestion. Et là, ça a commencé. Ah. Ah, tu sais, j'ai la chair de poule en t'écoutant. Tellement c'est beau. J'accueille ce que tu me dis. Donc, à partir de là, tu as fait un chemin vers toi, c'est ça? C'est ça, petit à petit, ressenti, prise de conscience, désir de libérer les difficultés. Et puis, j'ai commencé à étudier. J'ai étudié la médecine chinoise pendant, je sais pas, j'ai pris des cours. Je crois que les derniers que j'ai pris, ça devait être il y a 3 ou 4 ans. Donc, tu vois, ça commence en 2013. Non, en 2013, c'est quand j'installe mon travail. Non, ça commence, enfin, ça dure longtemps, cette histoire. Ça dure très longtemps, hein. Et en même temps, évidemment, j'apprends que l'esprit, le mental, le, la fabrication de la pensée, comment elle se fabrique, et comment elle agit sur la matière, le corps, sur les fonctions corporelles, et je découvre
des réponses, des méthodes et des recettes. Alors, Eh oui. alors là, c'est génial. Tu vois, là, ça devient. Eh oui. Eh oui, eh oui. Toi, tu as trouvé vraiment, ça t'a donné des réponses, j'entends, Ah oui. à tes questions. Ah oui, j'ai pas arrêté d'aller de prise de conscience en prise de conscience. On est comme un gros oignon, hein, donc au début, des choses vraiment qui aujourd'hui pourraient me paraître vraiment évidentes et comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? Quelles ont été vraiment ces conséquences, quelle était ta révélation? Les vrais liens que j'ai faits au tout début, c'était, enfin pendant tout le chemin, c'était petit à petit de la réparation physique, la réparation psychique, mais ça, je continuais à avoir vraiment des difficultés dans la relation avec ma mère. C'était vraiment toujours, pour moi, des épreuves quand je savais qu'elle allait, débarquer à Paris. Elle habite dans le sud, donc quand je savais qu'elle allait débarquer à Paris, surtout que c'est une personne qui demande pas, elle dit: «Je viens de telle date à telle date». Donc il y avait toujours, de l'anxiété, c'était jamais fluide. J'avais l'impression d'avancer sur mon chemin, sur ma route, mais quand je me mettais en face de l'évidence, en face de personnes, même au travail, en fait, dans les relations avec les gens, j'étais triste parce que j'avais l'impression d'avancer, mais en même temps, dès que j'étais dans la réalité, alors il y avait ça, mais quand j'ai commencé à m'installer comme praticienne shiatsu, je voyais bien quand même que je faisais quand même du bien, il y a j'avais quand même pas mal de fréquentation. Les gens venaient, revenaient, j'avais beaucoup de compliments, mais par contre, j'étais incapable de recevoir. Incapable de voir mes qualités, incapable de voir mes talents, incapable de voir, mes forces, heu Et qu'est-ce qui a fait justement, qu'est-ce qui a fait que tu as vécu un point dans ta vie qui a fait changer ou ouais, qui t'a qui a fait basculer, en fait? En fait, c'était au mois d'août de l'année dernière, hein, donc c'est long, hein, tout ce chemin, où je suis dans un déjeuner chez ma mère avec mon ex, puisque je suis divorcée maintenant d'avec le père de mon deuxième fils et à la et l'ami de ma mère est là, l'homme avec lequel elle vit et à la fin du repas, tous les 2 commencent à parler de devoir prendre la voiture pour, lui doit subir une opération du genou. Enfin, je comprends je comprends que lui doit subir une opération du genou et qu'elle se sent vraiment, mal, terrorisée, elle a peur à l'idée de devoir conduire la voiture, sa voiture à lui. Et en même temps, elle est dans toute son incohérence, c'est-à-dire qu'elle dit: «Oui, ta voiture est une boîte automatique. Moi, j'ai pas l'habitude, je conduis des boîtes mécaniques, je sais pas conduire ta voiture», alors que c'est 1000 fois plus simple de conduire une boîte automatique qu'une boîte mécanique. Et il y a toute cette, moi là-dedans, en fait, instinctivement, je me positionne toujours de la même manière. J'ai beau avoir 60 balais, je me positionne comme la petite fille qui veut sauver sa maman et j'ai appris dans des cours, avec Bruno Clavier, en psy qu'effectivement les enfants veulent toujours sauver leurs parents et que c'est archaïque, autrement ils vont perdre, la vie. Si personne ne s'occupe d'eux, ils meurent, les humains. Et donc j'ai ce réflexe tout le temps de trouver des solutions et je trouve des solutions et je propose des solutions et à un moment donné, elle se retourne sur moi violemment et elle m'assassine. Elle me dit, «Ah tais-toi, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi», ça je l'ai entendu depuis que je suis née et je suis figée.
je suis figée et pour la première fois, au lieu de rester sur place, figée, je pars dans ma chambre. Je m'assieds sur mon lit et je pleure et là, je me dis: mais, mais tu pleures comme une petite fille sur ton lit, là?» Et puis je me dis: «Est-ce que je suis bien?» Parce que j'avais déjà commencé un peu à faire de l'IFS et j'avais déjà commencé à ce chemin, ce parcours. J'avais beaucoup lu, écouté, Richard Schwartz, j'avais lu ses livres, écouté des podcasts, avec, Gabor Maté aussi, enfin toute cette veine de gens-là, très humanistes, très à l'écoute de soi et de son self et de son être bien et donc je suis assise là sur le bord de ce lit, à 62 ans, comme une petite fille. Je suis une petite fille, j'ai 5 ans à ce moment-là et je me dis: «Ah bah là, j'ai le droit de sortir» et 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 je retraverse la pièce du drame, j'ouvre la porte d'entrée et je pars dehors. Pour la première fois, je m'autorise à partir et je te dis pas, j'avais aucune force. Chaque pas que je faisais, j'avais l'impression que j'allais tomber. J'avais aucune stabilité. J'étais complètement, je ne sais pas comment décrire cet état. J'étais sans force, je tremblais, j'étais très, très, vulnérable. J'ai croisé un mec avec son chien à un moment donné, j'ai regardé le chien, je me suis dit: «Il va me mordre» et en réalité, après, j'ai réalisé que ce pauvre chien, en fait, il était dans le même état que moi. Quand on a croisé notre regard, en fait, lui aussi, il était dans un état, de vulnérabilité, de mal-être profond. Je me suis, hem, dirigée, sur un banc, devant en hauteur, devant un spectacle. J'étais, dans le sud de la France. Devant moi, j'avais, la nature, des aigles qui vo qui volaient, un arbre à côté de moi, un gros, gros et vieil arbre à côté de moi et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré et j'ai pleuré et j'ai pleuré et dans ma tête, je me disais: «Ah bah oui, tu pleures. Oh bah oui, tu as 5 ans. Oh bah oui, tu as vu le dragon». C'est la première fois que je pensais à un dragon en parlant d'elle. «Ah bah oui, tu es terrorisée». Et j'accueillais, l'image que je ressentais de moi à chaque instant et à chaque fois que j'accueillais cette image, elle se transformait et je suis descendue, 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 descendue. Pardon. Je suis descendue profondément en moi. J Excuse-moi, Vas-y, prends le temps de boire un petit peu d'eau aussi, hein, on peut faire un petit j'ai n'hésite pas. bu un peu, mais Oui, je coupe tout ça, ne t'inquiète pas, hein. Et puis même si on laisse, que tu tousses, hein, et c'est tout, hein. ouais, avec l'opération, tu vois, c'est pas encore, Mmh, faut savoir aussi, Cécile, tu parles des choses, qui sont très, ouais, cellulaires. ouais. C'est très cellulaire. Donc, prenons un peu de temps pour ralentir, pour que cette situation que tu as vécue, incarne celle que tu es aujourd'hui. Mmh. Et en fait, je me suis accueillie. Je me suis accueillie telle que je suis. Aucun reproche, aucune, culpabilité, aucune critique. Je suis comme ça, je suis ça, c'est mon état. Voilà, c'est comme ça. J'accueille et ça a duré.
J'ai accueilli tellement de choses, c'était quand même ça a duré plus d'1/2 heure, hein, c'était long, hein, c'était très, très long. Ah! Ça a été long! J'étais assise sur mon banc là, face à la vue. Il y a eu 1 ou 2 personnes qui sont passées derrière moi, je sais qu'elles me regardaient, mais elles sentaient qu'il y avait pas besoin qu'on m'aide. J'étais bien, j'étais bien. J'étais terrifiée, mais j'étais bien. Parce que je me prenais en charge et heu et et à un moment donné, les pleurs se sont arrêtés, mais je suis restée encore là et je me pensais plutôt, comment je me sens. Tu vois? J'ai continué à être dans cette, reconnaissance, même dans ce nouvel état qui était mieux, qui était meilleur. J'avais dépassé, le truc et d'un seul coup, je me rappelle plus si j'ai pensé quelque chose vraiment. Non, ça a vraiment été ce processus-là qui m'a permis de naître à moi-même Oui. et surtout de toucher pour la première fois qu'on m'avait fait du mal. Je l'ai pas pensé du tout à ce moment-là, mais maintenant avec, le travail que j'ai fait depuis, c'est la première fois que j'accepte qu'on m'a fait du mal. Que c'est Mmh pas moi mh. la Mmh. méchante, que c'est pas moi qui suis, la mauvaise fille, qui comprend rien, qui dit n'importe quoi. Non, tu Mmh. vois? Et ça, je me rends compte en t'en parlant. C'est, Mmh mh. et quand mon corps a eu plus de force, dans le corps, alors je me suis levée pour retourner à la maison et sur le chemin, je prenais conscience que je marchais mieux, que mon pas était assuré. J'étais pas non plus, en train de courir à 100 mètres, hein, j'étais quand même pas Oui. et là, pendant une seconde, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais est-ce que tu peux rentrer? Qu'est-ce qui va se passer?» Et là, j'ai dit: «Non». Bah, alors, j'ai parlé avec moi-même, j'ai dit: «Écoute, ce sera comme tous les jours, comme toutes les fois, ils ne diront rien». Parce qu'il y avait aussi Gérard, il y avait ma mère et il y avait aussi mon ex Mmh mh. qui ressemble beaucoup, qui me renvoie beaucoup le miroir, hein, de ce qu'est ma mère. Et je me suis dit: «Mais, il se passera rien, comme d'habitude. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Rien, rien». Et donc j'ai pas eu peur de rentrer. Je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert la porte, ils étaient, en train de faire je sais pas quoi, il y a eu un petit regard, même pas. Je crois que Gérard m'a regardé, même pas maman et c'était tout. C'était fini. Et après, plusieurs jours plus tard, quand je suis rentrée chez moi à Paris, quelques jours plus tard, 5, 6 jours plus tard, j'ai analysé, j'ai fait un décodage sur la situation. Je me suis demandé: «Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?» Et j'ai compris un truc fondamental, j'ai compris qu'en réalité, quand je cherche à aider ma mère, je la mets dans une position de vulnérabilité qu'elle ne peut absolument pas incarner. C'est trop dur pour elle. Alors, elle se retourne avec autorité et violence pour me faire taire, rapidement. Mmh. Faut que je me taise rapidement. Du coup, depuis, j'ai revu ma mère évidemment, elle est venue chez moi et je suis allée chez elle, mais quand elle vient chez moi, je trouve que c'est quand même encore différent parce qu'elle a pas de responsabilité et donc et la dernière fois qu'elle est venue, j'avais plus ce discours mental incessant
que j'avais depuis ma naissance, à me demander ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il fallait voir, ce qu'il fallait répondre, c'était fini. Je la voyais comme une personne. Elle avait envie de boire un café, elle savait pas le faire. Je lui disais: «Est-ce que tu veux que je te fasse ton café?» Elle me répondait: «Oui», je lui faisais son café. Mais je faisais plus sans qu'elle demande et je ne disais plus sans qu'elle cherche ou qu'elle demande quelque chose. Donc évidemment, je suis encore, hem, sous une forme de contrôle, mais c'est déjà tellement plus vivable. J'ai plus le mental qui tourne à me demander ce que je dois faire, ce que je pourrais faire, ce que j'aurais dû faire, ce que je devrais pas faire. J'ai compris. Si je l'aide, elle est vulnérable, elle ne veut absolument pas être vulnérable, elle veut contrôler, être dans la maîtrise, avoir le pouvoir et du coup aussi ce que ça m'a permis, c'est de lui dire, pour moi, habituellement quand elle venait, je stoppais mon agenda et je me rendais disponible à 800. Mais là, la dernière fois qu'elle est venue, bon, faut dire que le fait que j'ai subi une opération qui m'a beaucoup fatiguée, ça m'a permis aussi d'affirmer, ça m'a aidée. Mais j'ai pu lui dire: «Écoute maman, toi, tu es super active, tu as besoin de bouger tout le temps. Moi, je suis hyper contemplative, donc je ne vais pas te suivre parce qu'en plus je suis trop fatiguée, je ne peux pas». Elle a quand même proposé tous les jours d'aller voir des expos. J'ai quand même dû dire tous les jours: «Je vais pas tenir le coup, je ne peux pas». Mais c'était très, agréable pour moi de me respecter dans mes besoins et quand j'avais envie d'y aller, j'y allais et quand j'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas. Et j'étais pas soumise j'étais pas, j'étais pas soumise à elle. J'étais moi-même, elle était Eh elle oui, et tu étais toi-même. voilà. Excuse-moi, je me mouche. Ça a été énorme, Énorme. énorme. Et donc c'est arrivé il y a pas très, très longtemps, mais quand même, suffisamment pour que tu gardes du recul et que tu évolues, dans cette, nouvelle facette, nouvelle façon, nouveau système de Cécile. Exactement. Ça fera 1 an au mois d'août de cette année et depuis, si je regarde ce qui s'est passé, eh bien, j'ai pris de l'engagement avec moi-même pour me faire du bien. Là où je n'osais pas, me payer, des formations, parce que j'avais plus les parce que depuis que je suis divorcée, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu plein de choses, j'ai pas de moyens et tout ça. Eh bien, les économies, j'ai accepté d'en mettre, pour, suivre les formations de Lise Bourbeau parce qu'elles vont me permettre d'être certifiée avec l'ISF. Je ne pouvais pas être certifiée. Avec Lise Bourbeau, je vais avoir une certification et c'est ce dont j'ai besoin. Je suis aussi dans un atelier, d'improvisation théâtrale où je me Mmh. fais du bien, où je m'exprime, où je cherche ma créativité. Je fais aussi, de la q de la je du travail avec la terre. Je recommence, à me réapproprier des qualités qui sont en moi, que j'ai toujours eues, mais que mon état de tristesse m'empêchait d'exprimer. Et oui. Je vois derrière toi aussi, ce magnifique cheval qui est, l'année de cheval, en année chinoise, je pense, Ouais, hein, je suppose ouais. et c'est un très beau dessin en aquarelle que c'est toi qui l'as fait? Ouais et donc oui, on sent que cette créativité en toi. Mmh et c'est toi. Là, je suis vraiment,
dans l'accueil de moi et petit à petit, j'ai découvert récemment que la colère, c'était un bouclier que je dressais, systématiquement. Heu, on pouvait me reprocher dans des groupes d'être une personne, réactive, impulsive, et là, j'ai découvert, vraiment petit à petit, je découvre dans mon comportement avec moi-même, avec les autres, des éléments qui font que ça va de mieux en mieux, en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Et dis-moi, hem, on va commencer à rentrer tranquillement dans la conclusion. Si tu avais la possibilité de rencontrer celle que tu étais avant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Moi, je dirais: «Tu es courageuse». Je dirais: «Tu es une personne très courageuse. Tu as choisi de parcourir un chemin qui est très dur et bah, t'inquiète pas, tu as la force et tu as tout ce qu'il faut. Ça va y aller». Merci, merci beaucoup Cécile pour, heu, pour ce partage de vie Non. et j'en suis sûre que beaucoup de personnes, vont être touchées aussi par, ce que tu nous as, partagé. Bah, merci aussi à toi du travail épatant que tu fais, pour te connaître dans ton cabinet et cette écoute bienveillante qui fait vraiment du bien. Tu fais partie de ces gens qui permettent d'avoir enfin un espace où on peut être accueilli tel qu'on est, et surtout rassuré. Tu expliques toujours, heu, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est très, très c'est vraiment très, très important, hein, pour des personnes en souffrance d'avoir. Ça t'a aidé, de voir le cadre, d'être, en sécurité? Tu poses super bien le cadre de la sécurité, même sur cet échange-là de témoignages. Je suis complètement, sécurisée. Tu introduis l'exercice, en donnant tous les éléments qu'il faut pour pouvoir être bien, en fait. Merci beaucoup. Merci Cécile pour ta confiance et pour la sincérité avec laquelle tu as partagé ton histoire. Ce que je retiens de ton parcours, c'est qu'il est parfois possible de passer une grande partie de sa vie à s'adapter sans même s'en rendre compte. Puis un jour, quelque chose change. Nous commençons à regarder notre histoire autrement, à reconnaître notre valeur et à nous autoriser peu à peu à prendre la place qui nous revient. Merci d'avoir accepté de partager ce chemin avec nous. Et avant de nous quitter, j'aimerais prendre un instant pour refermer cette saison de dialogue intérieur. Histoire vraie, chemin intérieur. Lorsque j'ai imaginé cette saison, mon intention était simple. Donner la parole à des personnes qui ont accepté de raconter un moment de leur vie. Non pas parce qu'elles avaient toutes les réponses, mais parce que leur parcours pouvait nous aider à mieux comprendre nos propres chemins. Au fil de ces derniers mois, nous avons rencontré Sandra, Laurie, Axel, Aurore, Chantal, Hélène et aujourd'hui Cécile. Des histoires différentes, des épreuves différentes, des parcours parfois inattendus. Et pourtant, chacune de ces rencontres nous a rappelé quelque chose d'essentiel. Ce qui nous arrive ne détermine pas entièrement ce que nous devenons. Nous sommes tous façonnés par notre histoire, par nos relations, par nos blessures et par les événements que nous traversons. Mais nous avons aussi la capacité de donner un sens à ce vécu, d'apprendre de lui et parfois même de le transformer. C'est ce que j'avais envie de mettre en lumière à travers cette saison. Non pas des histoires extraordinaires, mais des histoires profondément humaines. Des histoires qui nous rappellent que derrière chaque épreuve
se cache parfois une possibilité de croissance, de compréhension ou de réconciliation avec soi-même. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de partager une partie de leur histoire. Merci à vous qui avez pris le temps de les écouter. Et merci d'avoir cheminé avec nous tout au long de cette saison. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur. À très bientôt dans Dialogue intérieur.